Bonjour, bienvenue sur Galilée News, l'analyse de l'info par le citoyen et pour le citoyen. Le principe est simple, une interview, un sujet d'actualité et un spécialiste pour décortiquer tout ça. Aujourd'hui, Galilée News braque son télescope sur les élections européennes. Comment se déroulent les élections européennes? Qui sont nos élus? Pour qui allons-nous voter? Comment ceux-ci travaillent-ils? Et finalement, en quoi les élections européennes de 2014 auront un intérêt particulier pour nous, électeurs? Pour en parler, François Forêt, merci d'avoir accepté l'invitation de Galilée News. Bonjour. Vous êtes actuellement directeur des recherches de sciences politiques à l'Institut d'études européennes et professeur de sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes auteur et éditeur de nombreux livres tels que Légitimer l'Europe, pouvoir et symbolique à l'ère de la gouvernance, publié aux éditions des presses de Sciences Po. Monsieur Forêt, les élections européennes de 2014 auront lieu du 22 au 25 mai prochain afin d'élire 751 eurodéputés. Ceux-ci vont représenter les 28 États membres de l'Union européenne au sein du Parlement. Comment se déroulent les élections européennes ? D'abord, la première idée, comme vous venez de le dire, c'est qu'elle ne se déroule pas sur un seul jour, comme on a souvent l'image des élections nationales. Il n'y a pas un D-Day, il n'y a pas un moment démocratique unique qui verrait tous les Européens au même moment accomplir le même geste, en un rituel tel que celui qui a formé les consciences nationales. Différence de calendrier, donc. On peut dire aussi que les élections européennes ne correspondent pas véritablement à une procédure uniforme encore. On a avancé en la matière, il y a un statut uniforme des députés européens par exemple, mais il reste encore des divergences assez sensibles dans la manière dont les députés européens sont élus dans les différents États membres. Bon, suffrage universel direct et proportionnel prévalent partout, mais il y a des différences notables. Ça peut tenir par exemple à l'existence de circonscriptions régionales, ça peut tenir à la possibilité de panacher les listes, il y a beaucoup d'autres variantes. C'est ce qui explique qu'on élit bien des députés européens, mais pas tout à fait de la même manière, et naturellement ça peut influer ensuite sur la manière dont ils vont exercer leur mandat. C'est ce qui explique en partie, il y a bien d'autres variables évidemment, mais c'est ce qui explique en partie que ces élections-là, elles restent nationales, puisque la procédure elle-même reste nationale. Ce sont les Européens qui votent, mais chacun dans leur État membre d'appartenance et selon les procédures définies par cet État membre. Et d'où viennent ces candidats européens? Quelle est l'origine, leur parcours? Alors, on qualifie souvent les élections européennes d'élections de second ordre, pour dire qu'elles sont moins importantes que les élections nationales, voire infranationales, dans des pays comme la Belgique. Eh bien, finalement, on peut appliquer cette idée de second ordre aussi aux candidats. Ce n'est pas nécessairement péjoratif, un peu quand même, mais ça se veut essentiellement descriptif. Ça veut dire que dans le cursus honorum politique, le poste de député européen, souvent, n'occupe pas la première place. Vous êtes un jeune politicien ambitieux, ou un jeune étudiant en sciences politiques de l'ULB qui veut faire une carrière politique plus tard, qui sait. Généralement, vous ne rêvez pas de devenir député européen, sauf si vous êtes un fédéraliste convaincu. C'est pourquoi on va retrouver au Parlement européen différentes figures qu'on retrouve avec une certaine régularité depuis l'introduction du suffrage universel en 79. La première grande catégorie, ce sont les losers, entre guillemets, des élections nationales, ceux qui vont trouver au Parlement européen un mandat d'attente avant de retrouver des fonctions nationales. Bon, on en a un certain nombre. Il y a aussi des jeunes pousses qui vont faire leurs premières armes au Parlement européen avant d'aspirer à de plus hautes fonctions politiques nationales. Mais il y a aussi évidemment de vrais engagés au Parlement européen, des gens qui construisent leur carrière au Parlement européen. Ils constituent une proportion tout à fait significative des députés européens. Ce sont des vrais professionnels de l'Europe qui ont construit des compétences technocratiques en adéquation avec les dossiers européens, qui ont la capacité aussi de monter par exemple des coalitions transnationales, de s'allier avec à la fois la société civile européenne, avec leurs homologues d'autres nationalités. Le drame pour ces personnes, c'est que ce qu'ils font à Bruxelles ne va pas nécessairement commander ensuite leur reconduction au niveau national à partir du moment où il faudra recomposer les listes. Donc c'est pour ça aussi que les élections européennes sont des élections de second ordre. Vous pouvez être élu, faire une très belle carrière à Bruxelles et ne pas revenir. Tout ça parce qu'il y a des candidats avec une meilleure base nationale qui vont vous passer devant.
Donc c'est une illustration, encore une fois, des limites persistantes du recrutement des députés européens. Très bien. À propos d'une certaine catégorie d'élus européens, certains sont très populaires, comme Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen en France, qui incarnent tous deux des figures politiques nationales. Mais un reproche serait fait, c'est leur absence au Parlement européen. Est-il vraiment possible d'exercer pleinement un rôle de leader national et de siéger au Parlement européen ? Déjà, poser la question revient à suggérer que la réponse est plutôt négative, parce qu'on n'a pas encore cet emboîtement du jeu national et du jeu européen. Le jeu européen, il est encore perçu comme une sphère différente, comme une sphère extérieure. On n'a pas l'idée que quand on est au niveau européen, quand on monte à l'Europe, comme on dit en Belgique, on est au-dessus du niveau national et on va pouvoir commander le niveau national. C'est pourtant ce qui se passe, parce que les normes européennes pèsent lourdement sur la vie politique nationale. Mais les lecteurs ne le perçoivent pas forcément comme tel. Les noms que vous citez, on pourrait en citer d'autres, oui, ils existent principalement du fait de leur notoriété nationale. Ils trouvent dans le Parlement européen une position institutionnelle qui les valorise quelque part, qui justement leur donne un vernis international. Mais ces gens-là ne se caractérisent pas par un investissement extrêmement important à Bruxelles et à Strasbourg, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, il semble effectivement assez difficile de mener de front une carrière européenne réussie avec ses propres codes, les compétences qu'on décrivait un peu plus tôt, et puis d'exister dans les médias, de jouer le jeu des petites phrases au niveau national, d'aller travailler les lecteurs sur le terrain et de serrer des mains sur les marchés. Ça, c'est quand même difficile. Très bien. Au niveau de la représentation, comment sont représentés les élus européens dans le Parlement européen ? Alors, si vous entendez par là quels sont les critères qui construisent la représentation européenne, là forcément ces critères ils vont un peu varier par rapport à ce qui existe au niveau national. Par exemple, simplement du simple fait de la géographie. La taille de la circonscription est bien supérieure au niveau européen, donc vous n'avez pas le même ancrage territorial. Et à la distance aussi, tout bêtement. Des politologues ont essayé de tester très concrètement ces facteurs-là. On ne peut pas retourner aussi facilement dans sa circonscription le week-end quand on est député européen d'un pays balte que quand on est député belge à Bruxelles. Donc voilà, ça joue aussi. Mais je crois quand même que, sans minimiser l'importance de ces facteurs-là, objectifs, la démographie, la géographie, ce qui compte avant tout, c'est la relation civique qui s'établit, ou qui ne s'établit pas. Combien de citoyens européens connaissent le nom de leur député européen ? Combien de citoyens européens savent exactement ce que font leurs députés européens ? Et surtout, combien de citoyens européens ont quelque chose de concret à demander à leurs députés européens ? On dit souvent que la politique... c'est pas uniquement un rapport d'idéal, c'est aussi un rapport, allons-y, disons le mot, clientéliste. Je demande quelque chose à mon député, il me donne quelque chose. À votre député, dans la politique nationale, vous pouvez demander de faire l'entre-gens par rapport aux administrations nationales. Il sera votre porte-voix pour faire un peu pression, pour faire avancer les dossiers. Il sera peut-être votre porte-voix aussi auprès des médias pour défendre une cause, un intérêt local, corporatiste ou autre. Votre député européen, vous ne connaissez pas ses compétences. Il n'a pas directement accès à une administration qui vous verse des subventions ou quoi que ce soit d'autre. Il n'a pas directement accès aux médias. Il n'y a pas d'espace public européen en tant que tel. Donc, qu'est-ce que vous allez lui demander ? Et puis, de toute façon, vous ne le connaissez pas. Il est trop loin. Donc, c'est ça qui prive la relation de représentation européenne de ses ressorts humains, finalement, qui ne sont pas toujours idéaux, qui ne sont pas toujours très vertueux. Mais c'est ça aussi la politique, et c'est cette épaisseur-là qui manque à la politique européenne. Très bien. En dehors de l'électeur et le candidat, comme acteur dans les élections européennes, qu'a-t-on comme autres acteurs au niveau partisan qui interviennent dans ces élections ? Là, je crois que vous posez une question très importante. C'est celle, encore une fois, de la dissociation des sphères nationales et européennes. C'est vrai à tous les niveaux, de la représentation elle-même, des médias, et donc des réseaux partisans aussi. On l'a dit, vous pouvez réussir très bien à Bruxelles, devenir président de commission, avoir des rapports très importants, être reconnu par vos pairs, les députés européens, par la société civile européenne, tous les lobbies d'intérêt privé ou public qui sont à Bruxelles, même par les médias européens spécialisés. Vous pouvez ainsi vous constituer un profil très solide à Bruxelles, et puis à l'élection suivante, il faut recaser un Premier ministre,
il faut recaser un jeune loup, il faut recaser Rachida Dati, et voilà, vous rétrogradez sur les listes, et puis peut-être que vous n'êtes pas élu, parce que les citoyens vont voter sur le bilan du gouvernement national et pas sur ce que vous avez fait à Bruxelles. Donc on voit bien là que les instances partisanes nationales gardent la haute main sur le recrutement des députés européens. Et pour l'instant, du moins, la dimension partisane européenne, ça reste une superstructure, au sens de Marx, quoi. Ça reste encore un niveau qui a un rôle important de coordination, d'information, etc., mais qui n'est pas le niveau décisionnel. Et on va probablement en reparler, mais on le voit lors de la désignation des têtes de file, des chefs de file, des différentes formations politiques. C'est encore plutôt du transnational, voire de l'intergouvernemental qui joue, plutôt qu'une véritable dynamique partisane supranationale. Merci Monsieur Fauré. Les élections européennes permettent à tous les membres de l'Union de procéder à un vote commun. Mais elles permettent aussi d'exprimer les diversités d'opinions et d'idées pour construire le futur de l'Europe. Un futur en phase avec la devise européenne, l'union dans la diversité. Je remercie les studios de Radio Campus pour nous avoir accueillis. Je remercie également le soutien de la Faculté de sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Merci d'avoir suivi Galilée News, l'analyse de l'info par le citoyen et pour le citoyen.